Chers élèves, chers auditeurs, bienvenue. Alors, on va continuer notre petit tour de la démocratie et finir, par l'intermédiaire de ce jalon, de l'étude du Portugal et de l'Espagne et s'intéresser cette fois à la transition qui conduit un régime autoritaire à devenir une démocratie. Et on va faire une analyse en parallèle qui concerne la péninsule ibérique, puisqu'on va parler à la fois de l'Espagne et du Portugal. Donc pour les élèves qui prennent une trace écrite de ce cours, ce que je leur conseille de faire, c'est pour chacune des parties, on va, plutôt que d'étudier d'abord le cas portugais puis le cas espagnol, j'ai essayé ici, au travers des différents ouvrages de manuels et de connaissances un peu compilées sur internet, de structurer plutôt l'ensemble de cette intervention sur une mise en parallèle de la situation de l'un et de l'autre. Donc plutôt que de faire grand A l'Espagne, grand le Portugal, on va adopter un plan commun sur des éléments qui sont proches pour un cas comme pour l'autre. Donc ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de prendre le plan au fur et à mesure, la structure, et puis à chaque fois de diviser verticalement votre prise de notes en deux. C'est-à-dire que pour chaque point, notez à gauche ce qui concerne le Portugal et à droite ce qui concerne l'Espagne. Et puis ainsi de suite en descendant horizontalement. Ça marche? Bon, je ne sais pas si c'est très clair. L'avantage, c'est que vous pouvez tout réécouter. Et puis ceux qui prennent pas de notes, parce qu'ils ne sont pas des élèves qui suivent mon cours, pourront évidemment s'en dispenser. Alors on y va. Jalon 3, d'un régime autoritaire à la démocratie, le Portugal et l'Espagne de 1974 à 1982. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc, on l'a dit, d'étudier les deux. Et on se dispense du coup dans la façon d'aborder les choses ici d'un plan qui suit la continuité chronologique. Finalement, ce que je vous demanderais, c'est presque de le refaire vous-même dans une frise après. Donc vous faites une frise et puis vous pouvez noter par exemple en vert dans la partie supérieure ce qui concerne le Portugal, donc au-dessus de la frise, et puis en rouge ce qui concernerait l'Espagne par exemple, en dessous. C'est une proposition. Notre problématique, on se demande comment s'est organisé le passage à la démocratie après l'autoritarisme en Espagne et au Portugal. Voilà notre modeste objectif. Première partie, une transition sans heurt majeur. Alors le heurt, les heurts, H-E-U-R-T-S, comme le verbe heurter. Premier point, les points de départ, justement. C'est notre premier point. Il y a des points communs évidemment entre l'Espagne et le Portugal, et c'est ce qui fait l'intérêt de joindre les deux, évidemment, dans cette partie. On a d'abord, dans chacun de ces pays, des dictateurs qui sont au pouvoir. Avec la diapositive numéro 1, vous savez, sur cette photographie, sur cette diapositive, António Salazar, qui est le dictateur du Portugal jusqu'en 1970. En fait, il est atteint d'un AVC en 1968, il décédera en 1970. Et c'est le président du Conseil des ministres, Marcelo Caetano, qui va prendre la suite. Celui qui est à droite avec les lunettes sur la diapositive. Du côté espagnol, donc là normalement vous avez pensé à noter tout ce que je viens de dire du côté gauche de votre feuille pour le premier point, et puis sur le côté droit, on note quoi? Du côté espagnol, le chef de l'État, le dictateur, c'est Francisco Franco. Eh bien, Francisco Franco, il meurt en novembre 1975. On va ouvrir nos livres, page 62, on s'intéresse au document 1. C'est une photographie où on voit Franco, ici, avant sa mort, avec Juan Franco.
Juan Franco, c'est celui qui va désigner comme héritier théorique de son pouvoir, et il ne donne pas le pouvoir à n'importe qui, parce que Juan Carlos est un Bourbon, un descendant d'une certaine façon des mêmes Bourbons qui ont occupé le trône de France. Il y a un lien de parenté. Et c'est lui, Juan Carlos, qui est voué à prendre la succession. C'est ce que voulait Franco. D'ailleurs, il est couronné, et c'est ce que vous montre la diapositive numéro 2 jours après la mort de Francisco Franco. Bon, globalement, il est à ce moment-là considéré comme une marionnette de Franco, et on se demande qui tire les ficelles. Donc, au travers de ces points communs, en fait, on peut retenir que de façon différente, les deux États ils vont s'engager vers une transition. Deuxième point, les raisons d'une transition. Alors, évidemment, cette transition, elle a ses raisons. Si on s'intéresse au document 1 de la page 64, qui nous emmène au Portugal, on fait face à une carte qui revient sur l'empire colonial portugais. L'une des particularités de l'empire colonial portugais, c'est que c'est le dernier à entrer dans le cycle de décolonisation. Et cette décolonisation, elle est difficile. Il y a une résistance importante qui s'opère face à la volonté portugaise de conserver son pouvoir, alors que plein d'autres pays africains ont déjà réalisé leur décolonisation. Donc, ces conflits de décolonisation, ils ont un effet sur la population. Donc, on peut le noter. On peut noter qu'il y a une lassitude qui est liée aux guerres de décolonisation, et principalement à celle du Mozambique et de l'Angola. Des guerres qui ont débuté pour l'Angola, par exemple, en 1961. Cette décolonisation, il faut la comprendre aussi dans le sens où, je vous l'ai dit précédemment, les Portugais, ce sont les derniers pays, ce sont les derniers des pays colonisateurs. Ce qui fait que le Portugal, diplomatiquement, est isolé, puisque les autres pays ont déjà réalisé la dislocation, d'une certaine façon, de leur empire colonial. Donc à partir du moment où vous n'avez plus vos colonies, vous n'allez pas dire que celui qui les a encore fait le bon choix. Vous allez dire que non, le progrès, c'est d'opérer la décolonisation, même si quand vous aviez vos colonies, vous n'alliez pas dire ce genre de choses. Cette guerre, elle mobilise de plus en plus d'hommes. C'est-à-dire il y a un besoin en soldats, ce qui fait que le gouvernement, il impose le service militaire, ce qui n'est pas, vous l'imaginez bien, populaire. Donc ça, c'est les raisons de la transition, on va y revenir, pour le Portugal. Du côté espagnol, on peut retenir que Franco, c'est un conservateur, c'est peu de le dire. Franco, c'était un proche, d'une certaine façon, d'Adolf Hitler. Il a été soutenu par Adolf Hitler. Pour ceux qui ont entendu parler du bombardement de Guernica, il a reçu l'appui des nazis pour réprimer et s'assurer la prise de pouvoir dans la guerre civile. Donc c'est quelqu'un qui est peu enclin aux réformes. Cependant, il avait quand même entamé un programme de modernisation dans le tournant des années 60, avec une ouverture du territoire espagnol pour le tourisme. Donc cette modernisation, c'est une modernisation de l'économie, c'est pas une modernisation du tout de la vie politique. Il y a une ouverture plus grande quand même, donc avec d'un point de vue économique, mais qui va à partir du moment où vous laissez entrer des touristes, vous laissez entraîner des idées qui viennent de l'extérieur et qui sont portées par ces mêmes touristes, qui vont venir de démocratie, et donc indirectement il y a quand même une discussion entre les habitants de pays démocratiques et de pays non démocratiques. Du coup,
quand on parle des raisons d'une transition, ici, il faut comprendre que du côté portugais comme du côté espagnol, il y a quand même des aspirations de la part des populations à des changements. Revenons sur le Portugal. Ces conflits, ils vont générer une émigration importante. On estime qu'il y a à peu près 1 million de Portugais qui ont quitté, sous Salazar puis de Caetano, le Portugal. Et sur ces 1 million, il y en a presque 450 000 qui ont fui clandestinement le Portugal. Donc les deux grandes destinations, ce sont la France et le Brésil, notamment. Pourquoi ils partent ? Parce qu'ils aspirent à autre chose que la dictature. Et puis ils veulent aussi échapper au service militaire pour les jeunes qui n'ont pas envie d'aller se faire tuer pour un conflit en Angola ou au Mozambique. Bon, j'ai dit la France, il n'y a pas qu'en France. Il y a d'autres pays d'Europe qui vont servir de destination, mais la France est l'un des pays, l'une des destinations qui va être la plus privilégiée d'une certaine façon. Diapositive numéro 3. Vous avez ici une photographie qui a été prise en Angola et vous avez au centre de l'image, avec son monocle sur l'œil droit, ce qui permet de facilement le reconnaître, un général. Le général Spinola, S-P-I-N-O-L-A. Or, en mars 1974, le général Spinola, il est limogé. Et il est limogé parce qu'il s'est positionné de façon hostile à l'égard de la guerre dans les colonies. Et donc ça va entraîner son limogeage. C'est-à-dire qu'on le renvoie de l'armée. Alors que lui, il a l'armée chevillée au corps. Donc il va mal le vivre. On va en reparler. Du côté espagnol, on a un premier ministre, Arias Navarro. Alors Navarro avec 2 R en français, N-A-V-A-2-R-O. On l'a en diapositive, c'est la diapositive numéro 4 ici, qui le montre assis aux côtés de Franco. Vous voyez ici, là, sur sa droite, la droite de Franco, qui est déjà vieux ici au moment de cette visite. Donc, il était le Premier ministre de Franco, Arias Navarro, et il reste Premier ministre au moment où Juan Carlos devient le chef de l'État. Autant dire ici que c'est un Premier ministre qui est quand même peu enclin à mettre en place des changements radicaux. La diapositive numéro 5 ici le montre aux côtés de Juan Carlos. C'est donc le même homme qui va officier avec 2 chefs d'État différents. Pourtant, Arias Navarro, quand il se rend le 28 janvier 1976 devant les Cortes, l'équivalent de l'Assemblée, eh bien, il va annoncer la création d'une constitution à venir, dans laquelle on retrouvera 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse. Donc cette date du 28 janvier 1976, c'est une date importante, et ce discours, c'est quand même un discours marquant. Vous l'avez ici en diapositive, le diapositive numéro 6, alors pas le discours, pas le contenu du discours que vous pouvez retrouver aisément sur internet en cherchant un petit peu, mais une photographie qui montre l'importance de cet événement. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici un conservateur qui est en train de dire on va mettre en place des institutions démocratiques à l'intérieur de l'État. Alors que jusqu'à présent, le Parlement, c'est davantage une chambre d'enregistrement des décisions de dictateurs qu'autre chose. Dernier point de ce petit 1, le changement en marche. Changement en marche parce que l'histoire va suivre son cours et des transformations vont se produire. Commençons par le Portugal. Revenons sur le général Spinola. Il a été limogé. Or, beaucoup de gens dans l'armée continuent à lui être fidèles, d'une certaine façon. Et en avril, il va prendre la tête d'un mouvement révolutionnaire par l'intermédiaire d'une structure qu'on appelle le MFA. Le MFA, tout simplement, c'est le mouvement des forces armées. Le document 1 de la fiche, c'est aussi la diapositive numéro 7, est un texte
qui revient sur la déclaration de ce mouvement des forces armées. Alors excusez-moi, je prends le document, c'est mieux. Donc il est extrait, c'est un extrait donc, du communiqué du mouvement des forces armées prononcé le 25 avril 1974 à la radio, et il est cité ici par Christophe Cantou dans le bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, donc dans un article qui s'appelait « Le coup d'état du mouvement des forces armées du 25 avril 1974 au Portugal à partir des archives de la radio », et il date de 2007. Ici, le poste de commandement du mouvement des forces armées. Les forces armées portugaises appellent tous les habitants de Lisbonne à retourner dans leur maison, y demeurer avec le plus grand calme, en espérant sincèrement que la gravité de l'heure que nous vivons ne soit tristement marquée par un quelconque accident personnel. C'est pourquoi nous faisons appel au bon sens des forces militaires pour que soit évité tout affrontement avec les forces armées. Un tel affrontement, non seulement inutile, ne pourra conduire qu'à de graves préjudices individuels qui endeuilleront et créeront des divisions entre les Portugais, ce qu'il faut éviter à tout prix. Malgré la vive préoccupation de ne pas faire couler la moindre goutte de sang de quelque Portugais que ce soit, nous faisons appel à l'esprit civique et professionnel des médecins, en espérant leur venue dans les hôpitaux pour apporter leur aide, souhaitant que cela ne soit sincèrement pas nécessaire. On le comprend au travers de ce communiqué, il y a la volonté ici de faire une révolution, mais de la mettre en place de la façon la plus pacifique possible, entre guillemets. C'est-à-dire en essayant d'avoir gain de cause sans livrer de combat. Alors, le document 2 de la page 64, il revient aussi sur cette volonté. Vous avez travaillé dessus en autonomie déjà cette semaine. On a ici un texte de François-Xavier Comès, extrait du journal Libération du 25 avril 2017, qui revenait sur au Portugal quand une chanson fit la révolution. Donc il montre l'importance des chansons qui passent à la radio. Le document 3 de la page 65, lui, revient sur une des photos les plus célèbres qui a donné son nom à cette révolution, la révolution des œillets, où on voit ici des militaires qui se veulent pacifiques et qui vont au bout de leur fusil mettre un œillet. C'est un symbole, c'est-à-dire que plutôt que de tirer des coups, je mets des fleurs sur ce qui doit me servir d'arme. On est ici sur une volonté de faire quelque chose de pacifique. Il y a beaucoup de soldats portugais qui suivent cette volonté de mise en place de la démocratie, s'appelle même les SUV, un acronyme de les soldats unis vaincront. Donc on est ici sur cette volonté d'un mouvement pacifique, et donc on lui donne un nom, la révolution des œillets. Ça, c'est ce que vous avez noté. Ça se produit pas n'importe quand, ça se produit à une date, le 25 avril 1974. Donc on a des soldats, et puis à ces soldats vont s'ajouter des étudiants qui aspirent eux aussi depuis longtemps à la mise en place d'une démocratie. Et il y a évidemment un peu de sang qui est versé, il y a des moments où il va y avoir un peu de tension, mais globalement c'est quand même un mouvement de liesse populaire qui accompagne cet élan, ce changement qui est en marche ici. Alors, Spinola, il n'est pas tout seul. Spinola, il est accompagné notamment du général Costa Gomes. Il est aussi accompagné d'un capitaine de marine, José Pinheiro, et on retrouve le brigadier Jean Silverio Marques. Bref, on est ici sur un mouvement très marqué d'un point de vue militaire. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui font la révolution, ceux qui prennent le pouvoir ici, ce sont des militaires. Et si vous regardez la diapositive numéro 8, une diapositive qui est la une du Figaro qui datait du 28 avril, vous avez ici l'intéressant, ça serait pour vous de lire l'ensemble de l'information, mais si on se réfère au titre phare de cette page 11, ici on a la junte lance l'opération démocratie. En fait, on a une junte qui se constitue, une junte qui se veut de salut
nationale. On a déjà parlé de la junte, mais c'était la junte de Pinochet pour prendre le pouvoir. On a parlé des juntes en Amérique latine. Et bien là, on voit que la junte, elle se veut, elle, comme dans une opération visant à mettre en place la démocratie. Bon, repartons en Espagne. Continuons à essayer de faire cette approche parallèle. Le gouvernement mis en place par Arias Navarro, il va rencontrer des difficultés qui conduisent à sa démission. Donc il donne sa démission le 3 juillet 1976. Et c'est quelqu'un de bien plus jeune qu'Arias Navarro, qui va prendre le pouvoir. C'est Adolfo Suárez. Alors si vous regardez la diapositive numéro 9, vous remarquerez que là encore une fois, on est sur un ancien franquiste. On a ici une photo d'Adolfo Suárez qui est à côté de Franco. Adolfo, il a le même nom que Adolf Hitler, vont dire des opposants à Suárez à l'époque, en disant bon bah c'est le franquisme qui continue. Adolfo c'est le petit Hitler. On va essayer de revenir un petit peu plus tard sur le débat qui anime la population. Adolfo Suárez, donc il est nommé chef de gouvernement. Et le petit paradoxe, on l'a dit, c'est que lui aussi c'est un ancien franquiste, mais il est beaucoup plus jeune. Et par là, un petit peu moins marqué par le conservatisme dans l'esprit des gens, et il saisit l'occasion ici qui lui est donnée par Juan Carlos de mener une politique contradictoire par rapport à ce qui se faisait avant, et donc la suite du processus, c'est qu'on va demander aux Espagnols de voter si oui ou non ils veulent une transformation de la vie politique et de la création donc, de ces deux chambres qu'avait annoncé Arias Navarro. Et donc le 15 décembre 1976 sont organisées des élections sur la volonté de réformer l'Espagne, et c'est le oui qui l'emporte très largement à 94% des suffrages exprimés. Pour vous intéresser à la perception qu'on a en Europe, et notamment en France, de cet événement, je vous invite à regarder, par l'intermédiaire du lien que je vous ai donné, une vidéo sur le journal télévisé d'Antenne 2. Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2, du 15 décembre 1976. Alors pas la peine de tout regarder en entier, regardez cette vidéo de 1 minute 35 à 4 minutes 53. Voilà, vous aurez remarqué, à l'époque, il n'y a pas 8000 images, il n'y a pas de bande-son en arrière de ce qui est projeté. Tiens, le journaliste, il vous dit peut-être quelque chose, Daniel Bilalian, on le voit encore fréquemment, il présente plus le journal, mais ça lui arrive encore fréquemment de faire des apparitions à la télévision. Et donc on entend ici qu'il y a des doutes qui traversent la société espagnole, et pour l'instant ils attendent quand même beaucoup de voir, puisque les noms qui sortent du chapeau, ce sont quand même des noms d'anciens franquistes. Donc est-ce que ces franquistes vont vraiment mettre en place la démocratie, ou est-ce que ce n'est qu'un leurre? Ils en sont là. Deuxième partie. Des valses hésitations. Alors, rien à voir ici avec Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français, qui est aussi maintenant élu à la ville de Barcelone et qui fait parler de lui régulièrement par ses déclarations politiques. Et est-ce que je vais revenir en France ou pas? Bref, ici, les valses, c'est comme la danse. V-A-L-S-E-S. Et les valses hésitations, en fait, ce sont les comportements hésitants. Ce sont ces hésitations. On était dans la dictature, on va vers la démocratie, et entre les deux, on a une petite zone de turbulence que vont traverser chacun des deux États. Premier point, des libertés nouvelles. Bon, la première chose, c'est un gain. Il y a bien une marche en avant vers la démocratie. Si on prend l'exemple du Portugal, pour commencer, pour illustrer tout cela, on peut noter qu'il y a une mise en place du gouvernement dit de mai. Un gouvernement dans lequel on va avoir Antonio Spinola qui va assurer
la présidence, mais pas tout seul. Hein, il va être, enfin, la présidence, oui, mais il va être accompagné d'un chef de gouvernement. Et c'est Otolelo de Carvalho qui va assurer cette fonction. Et certaines libertés voient le jour. D'abord, le droit de vote pour les femmes, le droit de divorcer également. Donc des changements importants. La fin de la censure de la presse, la liberté de la presse. La police politique va être dissoute. Et puis des prisonniers politiques vont être libérés. Donc ce sont des libertés nouvelles qui voient le jour au Portugal. Même chose du côté espagnol. Le 4 mai 1976 est créé le journal El País. Bien, El País aujourd'hui c'est le premier quotidien espagnol. Donc on a une liberté de la presse et même le début d'une presse un peu olé olé. Franco, il était un peu conservateur et d'un coup, on peut se mettre à publier des photos de gens plus ou moins dénudés et quand vous regardez des vidéos d'archives qui relatent ce début de liberté de la presse en Espagne, c'est le caractère un petit peu marquant. D'un coup, c'est tout un pan d'une culture un peu érotique qui se libéralise en Espagne. Deuxième point, un multipartisme. Le multipartisme, on va le retrouver en Espagne comme au Portugal. Intéressons-nous à la diapositive numéro 11. Cette diapositive numéro 11, elle revient sur les manifestations qui ont lieu à l'occasion du 1er mai 1974 au Portugal. Et sur cette première diapositive, on voit la foule. Une grande manifestation populaire qui a lieu à Lisbonne, à laquelle vont participer de nombreux exilés. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont quitter la France, qui vont revenir au Portugal, notamment les leaders politiques, ceux qui s'opposaient à la dictature et qui étaient susceptibles de finir en prison comme prisonniers politiques. Parmi eux, on a Álvaro Cuntal, du Parti communiste, le Parti communiste qui manifeste ici à ce 1er mai, c'est ce que montre la diapositive numéro 12. On voit ici le drapeau du Parti communiste dans la manifestation. Et puis sur la diapositive numéro 13, vous avez Mario Soares. Mario Soares, c'est le leader du Parti socialiste portugais, qui est lui aussi ici en train de manifester, qui est de retour de son exil populaire politique. On le voit, il est au centre de l'image en costume ici. Et il marque ici son retour, donc c'est un retour vers le multipartisme. Les différents partis politiques, et ici les partis politiques de gauche, sont autorisés. Même chose du côté espagnol. Le Parti communiste va être autorisé, on va autoriser également les syndicats, et ça c'est un message fort. Pourquoi ? Parce que ce sont des anciens franquistes qui d'un coup vont autoriser le Parti communiste, qui vont autoriser le syndicalisme, et donc c'est pas n'importe quoi en termes de symbole, et ça génère même l'inquiétude des conservateurs qui étaient attachés au franquisme et puis à ce côté libéral de l'organisation de l'économie et complètement anticommuniste. Mais l'armée va pas broncher, l'armée va continuer à suivre Juan Carlos globalement. Troisième point de ce petit 2, qui est beaucoup plus rapide que la première partie, élection et agitation putschiste. Ben oui, parce que finalement des troubles vont faire leur apparition. Le 11 mars 1975, on revient au Portugal, a lieu le putsch du général. Le général, c'est le général Spínola. En fait, Spínola, il a, le 30 septembre 1974, renié la présidence déjà. Et il est remplacé par un autre général qui faisait partie de la junte, Francisco da Costa Gomes. Or, Spínola, il y a quelque chose qui le gêne, c'est la place des marxistes, des communistes à l'intérieur du mouvement des forces
armées. Et lui, il veut pas que le Parti communiste occupe une telle place dans l'armée. Il veut pas que les communistes occupent une place à l'intérieur de l'État. Leur projet vis-à-vis des colonies, ça gêne. Et il va même jusqu'à aller demander l'aide de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour prendre le pouvoir. Donc il organise une tentative de prise de pouvoir par la force. Mais heureusement, entre guillemets, il n'est pas assez suivi par le reste de l'armée et il doit abandonner son projet. Donc il y a eu cette volonté de putsch ici de l'ancien général de la junte. Et ont lieu malgré tout le 25 avril de cette année 1975 des élections libres. Vous avez le document 4 de la page 65 ici qui est une photographie du processus électoral. On voit les gens en train de faire la queue, qui patientent pour aller faire leur devoir et voter. On voit que c'est quand même les gens sont prêts à attendre longtemps ici pour voter et s'exprimer. S'il fallait voter aussi longtemps que ça dans les élections là en France, il y a plein de gens qui finalement ne voteraient pas. Ou paradoxalement, peut-être parce qu'il faudrait faire la queue, ils feraient la queue pour le faire. C'est le côté un peu paradoxal des Français ou notre côté râleur. On était tous en train de râler qu'il n'y avait pas assez de masques au moment où il n'y en avait pas et qu'on en voulait. Et maintenant qu'il faudrait en porter et qu'il y en a, on n'en porte pas et on fait la fête de la musique tous à fond. Oui, du coup, vous avez une petite idée de quand je suis en train d'enregistrer cet audio court. Bref, ici, on a des élections libres qui voient la victoire des socialistes de Mario Soares qui vont être les plus représentés à l'Assemblée législative. Le document 2 de la fiche s'agit de rechef d'un texte d'Yves Léonard qui a été écrit en avril-juin 2014 dans un magazine, Les collections de l'histoire, c'était le numéro 63, dans un numéro spécial qui portait sur le Portugal, l'Empire oublié. Et Yves Léonard, il avait fait dedans un article sur le 25 avril 1974, les œillets font la démocratie. Et le titre qu'on a donné à cet extrait, c'est La jeune démocratie portugaise menacée. La crise atteint son paroxysme au cours de l'été 1975, l'été chaud, où éclatent au grand jour les contradictions internes au sein des mouvements des forces armées, entre communistes, tiers-mondistes, gauchistes et socialistes. Les communistes vont-ils tenter un coup de force ? Fin juillet, Otelo de Carvalho, commandant du COPCON, la structure militaire, est accueilli dans la liesse au retour d'un voyage à Cuba où il a été reçu par Fidel Castro. Cette crainte s'estompe toutefois début août avec la signature des accords d'Helsinki consacrant la détente entre l'Est et l'Ouest sous l'égide du CSCE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Dans le nord du pays, en revanche, une réaction contre-révolutionnaire est alimentée par l'Église catholique et des notables, amplifiée par une offensive anti-gauchiste d'éléments de la droite et de l'extrême droite, alors que les occupations d'usines et la mise en route de la réforme agraire suscitent des réactions de peur. Le gouvernement de Vasco Gonçalves perd le contrôle de la situation. Lâché par le Parti communiste de plus en plus isolé, il est contraint de démissionner début septembre. La confusion est à son comble. L'été 1975, au Portugal, il est chaud, entre guillemets, politiquement parlant. Il y a une autre tentative de putsch qui a lieu. Cette fois, elle est liée à l'extrême gauche, à des officiers d'extrême gauche qui veulent créer une république populaire. Et vous le comprenez au travers de cet article, on n'est pas loin de la guerre civile entre les fractions d'extrême droite et des fractions d'extrême gauche. Le Portugal, il est au bord de cette guerre civile, une guerre civile qui n'aura pas lieu. Passons à l'Espagne. Et on arrive à l'année 1977. L'année 1977, elle est importante parce que ont lieu les premières élections libres. Et ces élections libres, elles voient le succès d'un parti politique,
l'UCD, l'Union du Centre Démocratique, le parti d'Adolfo Suárez, et les diapositives numéro 15 et 16 reviennent sur ces victoires, d'abord au travers d'une carte qui revient sur les résultats de ces élections générales de 1977 par circonscription administrative, circonscription d'électorat. Et donc on le voit, la carte elle est majoritairement liée à l'UCD, le deuxième parti c'est le PSO, et quand on revient sur les résultats en termes d'élus, on se rend compte que l'UCD va remporter 166 places à l'Assemblée nationale, et le deuxième parti c'est le Parti socialiste avec 118, on en a 19 pour le Parti communiste, et puis on a d'autres plus petits partis, et notamment des partis locaux, notamment le Parti nationaliste basque avec 8 élus, et on se rend compte que dans le Pays basque, regardez au nord du pays, le PNV, le Parti national de Vasco, c'est même lui qui va remporter la majorité des suffrages dans ces territoires. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, 1977, c'est aussi le moment où vont être votées des lois, et pas des lois anodines, puisque ce sont des lois d'amnistie pour les agents administratifs du franquisme. C'est-à-dire que, en 1977, c'est comme une façon de dire, voilà, on oublie ce qui s'est passé avant, il y a une loi d'amnistie, on ne peut pas attaquer les anciens franquistes qui sont ceux qui ont été dans l'administration franquiste avant la Révolution. C'est une façon de dire... on change de régime démocratique et on oublie ce qui s'est passé. C'est le sens d'une loi d'amnistie, une loi d'oubli. Notons que dans les années 2000, il y aura un retour sur les crimes franquistes, et notamment sur Franco, et la volonté de déboulonner les statuts de Franco, dans le débat qui est actuellement sur qu'est-ce qu'on fait des vieilles statues. Il y a eu un débat en Espagne, on garde les statues, on les enlève, on les a finalement enlevées. Bon, si vous discutez avec certains proches espagnols, j'ai des amis espagnols, quand ils me parlent de ce qui se passe au travers de ces statuts, pour eux il y a un petit peu d'instrumentalisation d'une certaine façon. C'est-à-dire au moment où le Parti socialiste où la gauche perd une partie de ses électeurs, hop, on remet sur le devant de la scène le sort des statuts de Franco. Bon. Moi, mon point de vue personnel, vous ne me le demandez pas, je vous le donne quand même, c'est que finalement, ces statues, on les a enlevées pour les mettre au musée parce qu'elles ne correspondent plus aux aspirations de la société à cet instant donné. Et c'est ce que font les sociétés depuis des années. Alors évidemment, les statues qui avaient déboulonné Franco parce qu'il estimait, lui, qu'elle n'était plus dans l'air du temps, c'est un autre débat. Là, cette fois, j'aurais sans doute pas été d'accord avec lui pour qu'il les démonte. Alors, fait marquant quand même, le 23 février 1981. Vous avez dans votre livre des éléments qui reviennent là-dessus, vous les avez étudiés dans le travail que vous avez réalisé en autonomie cette semaine, on a notamment les documents 5 et 6 de la page 63. C'est le coup d'État raté de Terrero. Heureusement qu'il est raté d'une certaine façon, mais en fait on a un militaire qui prend en otage ici les membres de l'Assemblée nationale. On a des blindés qui circulent dans les rues de Madrid. Et puis on a le roi, Juan Franco, qui va porter le costume militaire et faire une allocution télévisée et s'imposer comme le patron, comme le boss, comme le garant de la Constitution, la fonction qui est la sienne dans ces lois sur lesquelles on va revenir, qui organisent la Constitution espagnole, et il joue son rôle et ça va marcher puisque finalement les militaires qui sont avec Terrero vont un par un le quitter et puis va finalement finir par se rendre. Donc les agitations putschistes, et on les a ici, avec d'abord une partie de certains militaires et Terrero qui cherchent à prendre le pouvoir et qui échouent.
Le document 3 de la fiche, il revient sur un autre trouble majeur que rencontre l'Espagne et qui est lié au groupe ETA. Il vient ici d'un article que vous pouvez retrouver sur internet, sur un site internet, theconversation.com, qui compile des interventions de spécialistes de différents domaines sur différents sujets. Et ici, on a Xavier Crétiez qui nous parle du groupe ETA. Et c'est un article qui est daté de mai 2018. Donc je vous laisse le lire et vous explique finalement comment le groupe ETA s'est constitué comme groupe résistant contre le franquiste et qui va demander au moment de l'indépendance avoir plus de pouvoir, ce qui ne va pas lui être donné, ce qui fait que petit à petit le groupe ETA va tomber dans l'action terroriste au point d'en devenir irrespectable pour une partie très importante de la population espagnole, et puis de carrément perdre du crédit auprès des Basques qui ne vont pas se retrouver non plus dedans. Voilà, on passe à la dernière partie, troisième partie, l'affirmation de la démocratie. Affirmation de la démocratie. Premier point, des systèmes constitutionnels. On est ici majoritairement sur du cours magistral, j'ai plus de documents à vous faire étudier. Ce qu'on peut noter du côté portugais, c'est que la nouvelle constitution, elle est adoptée le 2 avril 1976 après être approuvée par un référendum. Et le Portugal devient un régime semi-présidentiel. Du côté espagnol, la nouvelle constitution, elle est approuvée également par référendum et adoptée en décembre 1978. Et nous sommes dans une monarchie constitutionnelle puisque le chef de l'État, qui n'a pas de pouvoir politique, c'est le roi. La particularité de cette constitution, ce sont les communautés autonomes. En fait, les territoires ont une certaine autonomie, une certaine liberté pour les provinces. On est dans un système très décentralisé. Deuxième point, une vie politique. Eh bien, la vie politique, elle est marquée par une alternance. Du côté portugais, on peut noter que le PS, le Parti Socialiste, il va obtenir la majorité aux élections législatives. Mário Soares va devenir le Premier ministre de l'État en tant que président du Parti Socialiste. Et le président, à ce moment-là, c'est le général Ramalho Eanes. Un modéré, un militaire, mais modéré. Et il devient en juin, il est devenu en juin le général Ramalho Eanes, le premier président de la République élu au suffrage universel. La Constitution, elle est révisée en 1982 avec la fin du Conseil de la Révolution et aux élections, celui qui devient président de la République en 1986, c'est Mário Soares, le président du Parti Socialiste. Et c'est la première fois qu'est élu un civil comme président de la République. Du côté espagnol, on est aussi dans le multipartisme. Et ce multipartisme existe à partir du moment où, en échange, les partis reconnaissent la Constitution et le drapeau national. Et aux élections de 1982, là aussi, on va avoir une victoire du Parti socialiste espagnol, le PSOE, aux élections législatives. Et ça, c'est la preuve qu'existe une alternance politique. Et il le fait dans un moment où le contexte économique, il est pourtant moins bon d'une certaine manière qu'à la fin du franquisme, notamment parce qu'on a eu une hausse importante du chômage. Dernier point, l'adhésion à la CEE. L'adhésion à la CEE, c'est le dernier point en commun pour ces deux États. En fait, le Portugal adhère à l'Union européenne en 1986. Il avait fait sa demande d'entrée en 1977. Du côté espagnol, cette entrée dans la CEE se fait à la même date, en 1986. C'est ainsi toute la péninsule ibérique qui rentre dans l'Union européenne en même temps que la Grèce, qui elle aussi a connu une transition démocratique, qui n'est pas étudiée au programme, mais qui
aurait pu mériter de l'être aussi, mais le programme est déjà bien ample, n'est-ce pas? Donc l'ACE, hein, c'est la communauté des États européens, c'est un des contrats entre guillemets qui lie les États européens, c'est l'ancêtre d'une certaine façon de l'Union européenne et qui fait la CE a fait de la démocratie le principe premier des États qui veulent y adhérer. Voilà. Au travers de cette double analyse, on a donc ici vu comment s'est organisé le passage de la démocratie après l'autoritarisme, dans les deux cas d'une façon assez pacifique, mais avec des remous et des troubles qui agitent la société civile. Reste que parfois les débats entre l'extrême gauche et l'extrême droite n'est pas totalement clos dans ces deux pays et qu'il y a encore d'une certaine façon un passé qui n'est pas totalement tranché et qui le sera dans les années qui viennent peut-être plus facilement à partir du moment où seront morts les principaux acteurs de ces différentes politiques. Voilà, merci pour votre attention. On ne se reverra de toute façon pas en réel. Il nous reste l'objet conclusif pour finir ce thème 1. Après, ça fait un peu short sans doute pour faire tout le thème 5 d'un bloc, mais tant que vous avez vos manuels, je vous invite à travailler dessus. Voilà, bonne journée, bon courage, au revoir.